Bonjour et bienvenue dans ce deuxième cours de faits et institutions économiques. Alors, aujourd'hui, on va parler de marché globalement et on va commencer par décrire trois types de marchés. Le marché commercial de manière générique, le marché du travail et les marchés des capitaux. Ensuite, on va voir comment ces marchés fonctionnent et notamment en fonction du nombre d'offreurs et de demandeurs. Alors, il y a différents types de marchés qui auront des dynamiques un petit peu différentes. Ensuite, on va s'intéresser à un marché en particulier, celui de la concurrence dite pure et parfaite, euh, et qui voilà, sous-tend un certain nombre d'hypothèses, 5 ici, qu'on va détailler de manière précise. Ensuite, sur ce marché, on va regarder comment se construisent l'offre et la demande, hein, des offres et des demandes individuelles vers les offres et les demandes globales. Et comment, une fois qu'on a ces offres et demandes globales, on va pouvoir obtenir un équilibre, c'est-à-dire un prix et une quantité échangée. Finalement, on va creuser un petit peu plus dans la psychologie rationnelle du consommateur et du producteur, avec aussi un certain nombre d'axiomes, hein, donc d'hypothèses sur le consommateur, qui vont nous apprendre pas mal sur ce que nous dit et ne nous dit pas cette théorie microéconomique. On terminera par le producteur et on élargira le concept à hors concurrence pure et parfaite brièvement. Voilà, alors c'est parti. Les types de marchés, donc le marché commercial, c'est celui qui concerne les biens et les services. Hein. Institutions sociales, abstraites, lieux physiques ou virtuels où se rencontrent l'offre et la demande. Donc on a bien des offreurs de biens et de services et des demandeurs de biens et de services. C'est finalement le marché qu'on retrouve entre nos ménages et nos producteurs, hein, qu'on a vu dans le circuit économique la fois passée. Alors, un autre lieu de rencontre entre les ménages et les producteurs, mais dans un contexte différent, c'est le marché du travail. Toujours un lieu théorique où se rencontre une offre, mais cette fois-ci c'est une offre de force de travail, de savoir-faire, de compétences, et la demande de travail au niveau des entreprises. Hein. Donc, avec ça, on se retrouve à un autre endroit de notre circuit économique, hein, sur le marché du travail. Le ou plus, je devrais plutôt dire les troisièmes marchés sont appelés marchés des capitaux, hein, et globalement on le définit souvent comme l'endroit qui permet la rencontre des agents économiques ayant un excédent de capitaux et les agents économiques ayant des besoins de financement. Hein. Donc voilà, c'est un marché qui finalement ici a l'air d'être orienté vers le prêt, mais il faut dire que les marchés des capitaux, c'est un terme générique qui comprend pas mal de choses. Donc, ce sont des marchés où s'échangent des actions. Hein, les actions, ce sont des titres de propriété des entreprises. Des obligations, qui sont finalement des emprunts émis par les entreprises, mais aussi dans une certaine mesure les États. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu, mais avec le reste du monde, il y a des devises qui sont différentes. Hein, tout le monde n'émet pas la même monnaie, et donc dans les marchés des capitaux, cet échange de devises va aussi être compris. Et finalement, il y a les produits dérivés, donc produits dérivés qui sont des produits fabriqués entre guillemets par les banques, hein, dont le but est de répartir le risque sur sur plus de personnes. Voilà, ça ne sera pas le sujet de ce cours-ci, les produits dérivés. Hein. Certains d'entre vous ont un cours de banque et finance dans lequel cela sera plus profondément abordé. Voilà. Bien, maintenant qu'on connaît un petit peu nos trois types de marchés, on va pouvoir regarder un petit peu comment est-ce qu'ils vont fonctionner, ces marchés. Et globalement, voilà, le système, on va plutôt le décrire en ayant en tête un marché commercial, mais il fonctionne sur les autres marchés aussi. Bien, qu'est-ce qu'un marché?
un ensemble d'offres et de demandes mises en contact à un moment donné pour engendrer une quantité échangée sur la base d'un prix. Donc ça c'est assez important. Ce qu'on veut, ce qu'on a en entrée, excusez-moi, c'est des offres et des demandes. Hein. Donc des offreurs avec une certaine volonté, une certaine rationalité, et des demandeurs avec une certaine volonté et une certaine rationalité. Et le résultat de la confrontation des deux va être des quantités échangées et un prix. Hein. Et ça sur tous les sur tous les types de sur tous les types de marchés. Biens et services, travail, prêts, monnaie. Hein. Donc c'est assez intéressant de voir que déjà à ce niveau-ci, et c'était la conclusion du cours précédent, finalement on a une économie qui est pas mal orientée sur des euros, de l'argent, mais finalement ce prix n'est jamais qu'une contrepartie symbolique à des flux réels. Et ce qui est réellement intéressant finalement, c'est voir où vont et comment sont répartis les flux réels, et voilà. Donc ça n'est que jamais qu'une unité de compte que pour pouvoir voilà représenter des flux qui sont fortement divers en une grandeur physique large. Voilà. Donc les rationalités, c'est que les demandeurs veulent acheter et les offreurs veulent vendre. On a bien compris. Regardons donc comment est-ce qu'on peut qualifier ces différents types de marchés, hein, et notamment en fonction du nombre d'offreurs et du nombre de demandeurs. Alors, ils portent des noms un petit peu barbares, je dois dire. Certains sont connus, hein, d'autres moins. Le principe, c'est d'aller chercher les racines grecques de un seul, par exemple, hein, mono. Hein, celle de vendre, Pauline, hein, et on va prendre la racine pôle de ce monde, de ce mot, excusez-moi. Hein, et donc on va pouvoir définir un marché où j'ai un seul vendeur et ce qui est par défaut en fait une infinité de demandeurs. Et donc on aura mono et pôle pour faire un monopole. C'est un moyen mémotechnique comme un autre, mais voilà, un monopole, ça c'est quelque chose que vous connaissez probablement déjà, mais que vous devez retenir. Si j'ai un seul offreur, mais que j'ai aussi un seul vendeur, j'aurai ce qu'on appelle un monopole bilatéral, hein, un seul de chaque côté. Si j'ai un seul offreur et quelques vendeurs, j'aurai un monopole dit contrarié. Il est contrarié pourquoi? Parce que les quelques demandeurs, ils peuvent se mettre un peu d'accord ensemble, et donc ce n'est pas l'offreur qui aura le plein pouvoir. Oui, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire une typologie des différents marchés en fonction du nombre d'offreurs et du nombre de demandeurs? Parce que il est clair que si vous êtes tout seul face à une offre, ou que vous êtes tout seul face à une demande, vous avez beaucoup plus de pouvoir sur la négociation du prix et des quantités que si vous devez faire avec d'autres offreurs et d'autres vendeurs. Donc il est contrarié parce que les quelques demandeurs pourraient éventuellement se mettre un petit peu d'accord entre eux, ou en tout cas anticiper les actions des uns des autres, et contrarier le pouvoir de l'offreur unique. Alors, continuons un petit peu avec opsonein, s'approvisionner en grec, hein, et donc on va prendre la racine pson de ce mot pour aller voir ce que un marché où j'ai un seul demandeur et une infinité d'offreurs pourrait devenir. Et donc ce sera bien sûr un monopsone, un seul un seul demandeur. Si il y a quelques offreurs, on a bien compris qu'il sera contrarié, ce monopsone. Et on va pouvoir maintenant aller sur la racine oligo pour avoir quelques offreurs et une infinité de vendeurs. Le ligopole, et au milieu, quelques vendeurs et quelques offreurs et quelques acheteurs, un oligopole contrarié
pour avoir en avant-dernier quelques demandeurs et une infinité d'offreurs, un oligopsone, et notre dernier, infinité de demandeurs et infinité d'offreurs, le plus connu, la concurrence, dite parfois pure et parfaite. Donc voilà tous nos marchés. Ceux qui sont le plus souvent abordés sont ceux qui sont tout en bas du tableau, hein, le monopole, l'oligopole et la concurrence pure et parfaite. La concurrence pure et parfaite va être finalement le modèle que je vais vous expliquer ici, parce que c'est le modèle, comme son nom l'indique, parfait, hein, qui va constituer une base de réflexion. Hein. Et puis, on va voir qu'est-ce que cette base de réflexion va nous apporter quand on va s'orienter vers un pouvoir monopolistique. Et ce pouvoir monopolistique peut être exercé par un oligopole ou par un monopole. Le cas du monopsone étant beaucoup plus rare, on en ferait l'économie dans ce cours. Voilà. Alors, on parle de concurrence pure et parfaite si on a simultanément, c'est-à-dire en même temps, 4 hypothèses. L'atomicité du marché, l'homogénéité de l'offre, la transparence du marché et la fluidité du marché. Alors, allons-y un petit peu plus en détail dans chacune de ces hypothèses. Et commençons par l'atomicité du marché. Alors, le marché, on l'appelle atomistique lorsqu'il y a un très grand nombre d'agents, hein, et par agent, on parle de demandeurs et d'offreurs. Donc, on a bien compris que c'était la base de la concurrence pure et parfaite, hein, une infinité d'offreurs et une infinité de demandeurs. La mesure qu'on va avoir pour savoir si on a vraiment une atomicité du marché, c'est de savoir si les offreurs et les demandeurs n'ont pas de pouvoir sur le prix. Hein. Leur taille est négligeable par rapport à la dimension du marché. Donc un seul agent, à lui seul, ne peut pas influencer l'offre et la demande. Hein. Atomicité, théoriquement, ça voudrait dire qu'il y a une infinité d'offreurs et une infinité de demandeurs. Ça n'arrive jamais. Mais voilà, s'il y en a un très grand nombre et le fait qu'on considère qu'il y en a un très grand nombre, c'est le fait que personne n'a le pouvoir d'intervenir sur le prix. À ce moment-là, on appelle ça, on dit que l'hypothèse de l'atomicité du marché est respectée. Voilà. L'homogénéité de l'offre, tous les offreurs proposent exactement la même chose. Hein. Donc, une offre homogène, c'est une offre qui a des caractéristiques totalement identiques. Alors, quel est le critère qu'on va utiliser pour savoir si l'offre qu'on a est réellement homogène, hein, c'est simplement de savoir si seul le prix est un élément de choix. À partir du moment où vous avez autre chose que le prix qui est un élément de choix, et ben à ce moment-là, on ne peut plus dire que c'est homogène. Voilà, c'est clair que quand vous voyez les pommes qui sont sur le côté là, hein, même celles qui sont vertes, elles sont pas uniques. Mais à partir du moment où seul le prix fait la différence entre le fait que j'en achète une ou l'autre, ben à ce moment-là, on dira que l'offre est homogène. Troisième hypothèse, transparence du marché. Le marché est parfaitement transparent lorsque tous les agents économiques sont parfaitement informés. Hein. C'est-à-dire que offreurs comme demandeurs ont toutes les informations non seulement sur la nature et la qualité de l'offre, hein, qu'on a bien compris, elle était homogène, donc fatalement on avait toute l'information, mais également évidemment le prix qui prévaut. Alors, comment est-ce qu'on va regarder un marché et se dire qu'il est effectivement transparent? Eh ben, on va déjà se dire que si le marché est transparent, ça veut dire que le prix va être unique. Hein. Parce qu'un marché transparent permet aux demandeurs rationnels d'acheter le moins cher. Et donc, si ils achètent systématiquement le moins cher, eh ben, l'offreur, s'il veut vendre son produit, il va être obligé de s'aligner sur le prix inférieur. Hein, donc à partir du moment où on a ces caractéristiques-là, eh ben, on va avoir un marché qui sera dit transparent.
Et finalement, la fluidité du marché, c'est-à-dire finalement la liberté d'entrer et de sortir sur ce marché, c'est un marché fluide et donc un marché où il n'y a pas de barrière d'aucune sorte, juridique, institutionnelle, financière, technique, euh, à l'entrée de nouveaux offreurs, mais aussi de nouveaux demandeurs, concurrents sur ce marché. C'est-à-dire que dès que il est intéressant pour quelqu'un de vendre, eh ben, cette personne va vendre, elle va produire pour vendre. Et dès qu'il est intéressant pour quelqu'un d'acheter, hop, cette personne va acheter. Finalement, là, ça veut dire que le fait de jouer sur un marché, aussi bien en tant que demandeur que d'offreur, ne dépend que d'une décision individuelle. Voilà. Et ça, c'est finalement cette décision qui, on va considérer qu'elle est rationnelle, va nous montrer que ce marché est effectivement fluide. Très très bien. Alors, évidemment, on peut regarder un petit peu plus en détail chacune de ces hypothèses, et je suppose que vous avez évidemment bien vu que ces hypothèses, elles ne sont pas réalistes, aussi bien l'atomicité du marché, le nombre d'offreurs infinis et de demandeurs infinis, c'est pas réaliste. L'offre homogène, c'est-à-dire aucune différence, c'est pas réaliste. Le marché qui est parfaitement transparent, vous savez bien que de temps en temps, le prix et la qualité ne sont pas connus, en tout cas de certaines parties du marché. Et que le marché n'est pas totalement fluide. Donc voilà. On va rajouter à ça que finalement le fait que les agents soient rationnels, c'est-à-dire qu'ils essayent de maximiser leur profit et leur satisfaction, donc le profit pour le producteur et la satisfaction pour le consommateur, ça non plus, c'est pas tout à fait réaliste. Il n'empêche que même si c'est pas réaliste, ce sont des bonnes hypothèses parce que elles sous-tendent une réalité qui est que si elles sont respectées, il n'y a qu'un seul prix et qu'une seule quantité qui sont dits d'équilibre sur le marché. Et donc, on va partir de là en ayant bien conscience, évidemment, que ces hypothèses sont irréalistes, mais explicatives, pour finalement décrire un marché idéal. Donc on sait que le nombre d'argent est toujours fini, on sait que peu d'offres sont parfaitement homogènes, on sait que personne n'est omniscient, on sait aussi que toute offre nécessite un savoir, une compétence, des finances, des autorisations, etc. Et on sait aussi que les acheteurs et les vendeurs ne sont pas rationnels. Nous ne sommes pas des homo economicus. Mais voilà. Le marché idéal duquel on va parler, son but c'est pas qu'il décrive la réalité, mais c'est qu'il nous aide à comprendre cette réalité, en se disant, voilà, si ces hypothèses sont là, on peut déduire toute une série de choses. Et puis, une fois que on sait ce qu'on peut en déduire, on saura aussi, parfois intuitivement, mais voilà, on saura comment chaque paramètre qui nous éloigne de cette réalité théorique va influencer d'une manière ou d'une autre ce marché. Donc c'est important de bien comprendre que c'est en ça que c'est réaliste d'avoir une analyse microéconomique même sur des facteurs qui n'existent pas dans le monde réel. Voilà. Et donc comment est-ce que ça va nous aider à comprendre, par exemple, voilà, on a une hypothèse, marché atomistique, ça va nous aider à comprendre finalement la manière de réfléchir des entreprises, mais aussi de l'État par rapport à ce marché atomistique. Donc il est clair que la volonté d'une entreprise, dont le but est hypothétiquement aussi de maximiser son profit et donc finalement d'augmenter les prix, on dit la valeur perçue par le consommateur, mais les prix globalement ont changé. Ça va être de rechercher des monopoles temporaires.
Ok. Donc ça va être un but en se disant, mais voilà, on sait que le marché automatique va avoir toute une série de conséquences, et nous, en tant qu'entreprise, on va essayer de tirer un peu la couverture vers nous en recherchant des monopoles temporaires. Du côté de l'État, qui dans la tête a quand même certaines contraintes, pas toujours les mêmes en fonction du politicien évidemment qui est au pouvoir, mais voilà, en tout cas une certaine équité dans la redistribution et une certaine appréhension des limites planétaires sont quelque chose que certains politiciens ont en tête. Encore et toujours une certaine volonté de croissance, même si c'est fortement remis en cause, excusez-moi. Et donc ça sous-tendrait finalement plutôt une augmentation des quantités échangées. Et donc l'État, dans une certaine mesure, va vouloir protéger la concurrence. Voilà. hein, euh, dans une certaine mesure. L'offre homogène, ben ça nous montre que les entreprises vont vouloir se différencier pour pouvoir tirer le prix vers le haut, et que l'État, dans une certaine mesure, va vouloir temporiser, dans certains cas, cette différenciation, notamment en imposant des standards. Par exemple, on voit que pour les prises pour recharger nos appareils, de temps en temps, l'État dit, bon, maintenant, ça suffit de mettre des prises tout à fait différentes dans tous les cas, vous allez tous utiliser la même. Voilà, ça va permettre d'homogénéiser l'offre, et de non seulement faire des économies sur les ressources utilisées, mais en plus diminuer le prix et voilà. Transparence du marché, le marketing, on va jouer sur la communication, sur la distribution spécifique. Ça veut dire finalement, on va essayer de cacher certaines choses ou de exposer certains consommateurs à certains types d'informations et de proximité. Et l'État, il va chercher à protéger le consommateur, c'est-à-dire à obliger toute une série de choses qu'on va devoir mettre sur des étiquettes, pour qu'on puisse savoir un petit peu un minimum de ce qu'il y a dans les produits. Peut-être aussi développer des plateformes d'échange, aussi bien au niveau du travail que du capital. On va essayer de fluidifier. Là, je vais un peu plus loin, mais en tout cas de rendre disponible l'information. Très certainement sur le marché du travail, par exemple, de qui offre quoi et qui demande quoi. Très bien. Fluidité du marché. En marketing, on va essayer de créer des barrières à l'entrée pour justement ne pas fluidifier ce marché-là et profiter de prix plus élevés. L'État peut voir ça et éventuellement aider à subventionner à l'entrée ou à la reconversion aussi, pour aussi améliorer les barrières à la sortie. Et finalement, l'hypothèse des agents rationnels, en marketing, on va voir qu'on va avoir très envie d'exploiter les aléas et les biais cognitifs, mais aussi les externalités pour pouvoir finalement profiter de la non-rationalité du consommateur. Et au niveau de l'État, on va vouloir finalement offrir des choses qui vont permettre de rendre la décision plus rationnelle, des comparateurs, des panels, éventuellement des coopératives, des mutuelles, etc., etc. Voilà, pour essayer de pouvoir améliorer notre rationalité, ça c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, bon, je sais bien qu'on n'a pas brossé en détail tout ce qu'on a vu là, mais je voulais quand même mettre un petit slide pour vous expliquer à quel point finalement ces hypothèses sont fausses. On le sait, mais qu'elles nous expliquent ce qu'on va faire pour les rendre fausses ou pour essayer de les rendre plus vraies. Et donc elles nous montrent à quel point il est important de les concevoir pour pouvoir jouer avec. Bien. Alors, si vous avez envie d'aller voir ce petit film, il est assez bien fait, 3 minutes, ça n'engage à rien. Je vais pas vous le montrer ici parce que je pourrais avoir des problèmes de droit d'auteur, mais je vais vite vous le résumer. Vous pouvez aller le voir de votre côté. Il est sur notre plateforme, il est sur YouTube aussi. Mais donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
le monopole, ce qui est intéressant pour l'entreprise et ce qui va dénoter le fait qu'on soit en monopole, c'est le fait qu'on puisse influencer le prix d'une manière ou d'une autre. À partir du moment où on peut influencer le prix, eh ben ça va être appelé un monopole ou un oligopole. Alors, ce qui va nous permettre d'influencer le prix, c'est notamment des barrières à l'entrée, hein, euh, de toutes sortes, et la différenciation. Okay, ça, ce sont les deux manières principales d'aller créer des monopoles temporaires. Bien, et ce que l'État peut en faire, c'est éviter les abus, hein, parce que quelque part, parfois, un monopole, c'est quelque chose de bien aussi, ça permet de rentabiliser l'innovation, et on sait que l'innovation, c'est quelque chose d'important. Hein. Donc, l'État, il va pouvoir éviter les abus, hein, et soutenir des monopoles de manière raisonnable lorsque ils nous permettent de nous différencier aussi au niveau mondial, hein, parce qu'on sait que on a vu au cours passé que c'est important aussi d'avoir une balance commerciale positive, hein, et donc pour ça, on va vouloir se différencier au niveau de ce qu'on est capable de faire dans un pays, et donc là, l'État va protéger un petit peu ces monopoles dans une certaine mesure. Voilà, on parlera encore des monopoles à la fin de ce cours. Bien, maintenant qu'on a bien vu les hypothèses, on va pouvoir construire notre offre et notre demande pour obtenir des prix et des quantités d'équilibre. Donc, c'est relativement simple, hein, pour construire une demande globale, et ça je vous demande de le retenir, parce qu'on va faire des exercices là-dessus, mais voilà, le concept de base que la demande globale est la somme des demandes individuelles, hein, et pour être plus spécifique, je devrais dire la quantité demandée globale et la somme des quantités demandées individuelles, mais ça, vous devez le retenir. Bon, c'est relativement intuitif, hein. Si vous avez 5 personnes qui veulent un bic, la demande globale, c'est 5 bics, quoi. Hein, c'est aussi simple que ça. Bon. Pour l'offre globale, le principe est le même. Hein, vous avez des offres individuelles, hein, et la quantité offerte globale est la somme des quantités offertes individuelles. Voilà, si vous avez 5 producteurs qui offrent chacun un bic, votre offre globale, c'est 5 bics. Alors, voyez ici que, aussi bien au niveau de la demande que de l'offre, je vous ai pas mis juste 5 bics, je vous ai mis une droite, parce que on va le voir par après, le nombre de bics que je demande ou le nombre de bics que j'offre, ça va dépendre du prix. Du prix d'échange de ce bic. Okay, donc on va faire varier finalement l'offre individuelle et la demande individuelle en fonction du prix. Et donc finalement l'offre globale et la demande globale, elle va aussi varier en fonction du prix. Ça va être des courbes en fait. Des courbes. Bien. Pour autant que on puisse créer un marché sur lequel on va se faire rencontrer l'offre globale et la demande globale, à l'intersection de l'offre et de la demande, donc là où l'offre et la demande se croisent, on va avoir une quantité et un prix d'équilibre. Donc, de manière mathématique, on va avoir cette équation de l'offre, et puis on va l'égaler à l'équation de la demande, et on va en déduire une quantité et un prix par une simple équation à deux inconnus. Deux équations, deux inconnus, on peut en déduire la quantité et le prix. Voilà. Allons-y pour la description, et donc bon, nous on va faire une approximation ici qui est un peu fausse, mais c'est pas grave, c'est une approximation, c'est comme ça qu'on va réfléchir. Nous on va réfléchir avec des droites. Ça aura le mérite de simplifier les exercices et de rendre la réflexion relativement simple. Le marché d'un bien peut être représenté dans un graphique, par exemple. En abscisse, on trouvera les prix et en ordonnée les quantités. Allons-y. L'offre
et ça, dans un premier temps, on va le retenir par cœur, mais on va démontrer après dans le modèle du producteur pourquoi c'est le cas. L'offre est une fonction croissante du prix. Autrement dit, plus le prix est élevé, plus les producteurs sont disposés à produire pour vendre. Donc ça veut dire qu'on va représenter l'offre comme une droite croissante de gauche à droite. Ok ? On voit ici que, en se baladant le long de cette droite, eh ben, plus je vais vers la gauche, plus les quantités vont être élevées, mais les prix sont aussi élevés. C'est ça qu'on veut dire par l'offre est une fonction croissante du prix. Au plus j'augmente les quantités offertes, au plus les prix augmentent. Et l'inverse sera vrai aussi. Et ici, c'est plutôt l'inverse qu'on dit. Plus les prix augmentent, plus les quantités proposées sont élevées. Bien. Hop. Donc, on voit que si on prend un certain point sur cette droite et qu'on augmente les prix, on va aller chercher le nouveau point sur la droite et on voit que les quantités ont également augmenté. Hein. Donc, c'est ça qu'on veut dire par l'offre est une fonction croissante du prix. La demande, par contre, elle, est une fonction décroissante du prix. Ici, c'est donc l'inverse. Plus le prix est élevé, moins les demandeurs sont disposés à acheter. Cette droite qu'on va représenter ici sera donc une droite qui sera décroissante de gauche à droite. Bien. On voit bien que, en se baladant le long de ces droites, si on augmente le prix, c'est-à-dire si on va vers la gauche, eh ben les quantités vont diminuer. Regardons un petit peu ce que ça donne. Je me mets à un endroit sur cette droite, et je vois que ça me donne une certaine quantité pour un certain prix demandé, enfin une certaine quantité demandée pour un certain prix. Si je vais vers la droite, et que je retire je me redemande là où je suis sur ma droite de demande, eh ben je vais avoir une diminution des quantités. Donc autrement dit, si j'augmente les prix, on voit que ma droite me donne des quantités inférieures. C'est ça qu'on veut dire par la demande est une fonction décroissante du prix. Bien. Alors, on a vu que maintenant qu'on a une offre et une demande, et qu'on a compris que cette offre était une fonction croissante du prix et que la demande était une fonction décroissante du prix, on allait pouvoir croiser cette offre et ces demandes. Ok ? Donc, la situation dite d'équilibre, c'est-à-dire celle qui va nous demander, va nous donner un prix d'équilibre, c'est l'endroit où se croisent les deux droites, l'intersection. Hop, cet endroit-là. Une fois que j'ai cette intersection, eh ben, je vais pouvoir en déduire ce qu'on appelle un prix d'équilibre et une quantité d'équilibre échangée. Donc, c'est là où ils sont d'accord sur le bon prix pour équilibrer la quantité offerte et la quantité demandée. Voilà. Alors, ici, pour la plasticité mentale, j'ai représenté le schéma où les quantités sont représentées en fonction des prix. Si vous vous souvenez de vos cours de mathématiques, en général, on met y en ordonnée et x en abscisse, et on écrit les fonctions y est égal à x plus b ici, puisque c'est une droite. Donc, ici, ce serait les quantités en fonction des prix. Et globalement, mathématiquement, c'est ces équations-là qu'on va utiliser pour faire nos calculs, parce que vous avez vu que les quantités globales étaient la somme des quantités individuelles. Donc, ce serait intéressant d'avoir les équations individuelles exprimées en fonction de la quantité, comme ça on pourra les sommer pour avoir la quantité globale. Graphiquement, graphiquement néanmoins, on va faire autrement. Alors, regardons un petit peu d'abord
ce qui explique cette manière de représenter les choses, donc les quantités en fonction des prix. Si on fait varier les prix, eh ben on va voir que c'est relativement bien explicatif que du sens dont si on fait varier les prix, c'est relativement bien explicatif de comment la quantité va être modifiée. Excusez-moi. Donc, je vous ai mis 3 exemples ici que j'ai essayé de prendre sur les 3 marchés différents. L'augmentation du prix du baril a permis d'ouvrir les prix de Rochemer. Okay, ça veut dire que l'augmentation du prix sur un marché ici de biens, le baril de pétrole, a permis d'augmenter les quantités produites en rendant plus rentable certains types d'extraction qui sont plus demandeuses en termes de coûts. L'extraction de pétrole de Rochemer. Deuxième exemple, si le prix de l'or est élevé, il y a plus de gens qui acceptent d'en vendre. Ok, ça c'est sur un marché des capitaux. L'or est une forme de monnaie. Quelque part, on voit que s'il y a plus de gens, si le prix est plus élevé, les offreurs effectivement, ils vont offrir une quantité plus élevée. Et finalement sur le marché du travail, en augmentant la rémunération à 5 $ par jour, Ford attira de nombreux travailleurs. On comprend aussi que si on vous offre un salaire plus élevé, vous êtes plus disposé à aller travailler pour cet employeur-là en tout cas. Bien. En réfléchissant au niveau de la demande, on pourra avoir le même type de réflexion aussi. Quand le prix du beurre est élevé, la demande diminue. Oui, si vous vous rendez compte que le beurre augmente exagérément, vous allez plutôt acheter de la margarine ou mettre autre chose sur votre tartine. Voilà, tout simplement. Les touristes européens profitent d'un dollar bon marché pour partir visiter les USA. Et donc on voit que si une monnaie est bon marché, d'une manière ou d'une autre, ça va pousser la demande de cette monnaie. Et finalement, le faible coût salarial en Asie a mené à la délocalisation de nombreux employeurs industriels. On comprend là aussi que la demande ici, la demande de travail, elle va se déplacer là où les prix sont faibles. Donc quelques petits exemples qui nous montrent que dans la réalité, le fait de représenter les choses où le prix est explicatif de la quantité fait du sens et montre bien que la demande est une fonction décroissante du prix et que l'offre est une fonction croissante du prix. Bien. La réciproque va être vraie aussi, et je vais pas rentrer dans les détails ici, mais la réciproque va être une bonne explication du glissement de l'offre sur la demande et du glissement de la demande sur l'offre. On verra ça dans le chapitre sur les chocs. Mais globalement, après Noël, la demande de boules de Noël diminue, du coup les prix sont bradés. Ok, donc on voit que les quantités vont être explicatives du prix dans une certaine mesure. Et que suite à une tempête, l'offre de crevettes diminue, un petit clin d'œil à un film mythique, et du coup le prix augmente. Voilà, alors vu que c'est comme ça, on pourrait, et c'est ce qu'on va faire dans nos exercices, représenter les graphes plutôt avec le prix en ordonnée et les quantités en abscisse. C'est un choix, les deux sont tout à fait valables, mais voilà, moi j'ai pris le choix pour la suite du cours d'aller mettre le prix en ordonnée et les quantités en abscisse, même si globalement dans nos raisonnements mathématiques on exprimera plutôt les quantités en fonction des prix et pas l'inverse pour simplifier nos calculs, notamment d'élaboration de la demande et de l'offre globale. Bien, alors si mes explications paraissent nébuleuses, je vous propose cette petite vidéo de 3 minutes qui est sur notre plateforme comme d'habitude ou sur YouTube. Bien, alors attaquons maintenant une notion clé
de l'action de l'État, hein, et ces notions d'excédent et de pénurie. Maintenant qu'on a compris comment se stabilisait un équilibre en concurrence pure et parfaite, on va pouvoir voir ce qui se passe quand le prix est sous l'équilibre et au-dessus de l'équilibre. Bien. Alors, si les prix sont sous l'équilibre dans un marché libre, hein, donc on est dans un marché libre et pour une raison ou une autre, on va avoir un prix qui va être fixé sous l'équilibre. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, pour ce prix-là, on aura une offre et une demande qui vont pas être égales l'une à l'autre. Donc ça veut dire que les quantités offertes et les quantités demandées vont être décalées, hein. On voit ici, on va avoir ce qu'on appelle une pénurie, quantité offerte inférieure à quantité demandée. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une pénurie? Eh ben, on a des acteurs, et notamment les demandeurs, disent, ok, moi, je suis prêt à payer plus, et je vois qu'il en manque, eh ben, je vais dire au marché libre, je dis, ok, moi, je suis prêt à payer plus. Est-ce que quelqu'un veut bien me vendre si je suis prêt à payer plus? Et ce qu'on va voir, c'est que une partie des offreurs vont dire, ouais, moi, je suis prêt à augmenter la quantité si tu es prêt à payer plus, hein. Et demandeurs et offreurs vont donc se réajuster vers vers le prix d'équilibre. C'est-à-dire si, pour une raison ou une autre, on va avoir un décalage de prix dans un marché libre, eh ben, on aura finalement un rééquilibrage automatique de la demande et de l'offre pour retourner vers le prix d'équilibre, hein. Voilà. Alors, par contre, si on se trouve dans une situation où on n'est pas sur un marché libre, on est sur un marché qui est régulé par l'État, hein, où finalement un plafond de prix est maintenu par l'État. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va avoir un décalage de l'offre et de la demande, comme dans la situation précédente, sauf que là, ben, comme personne ne peut demander plus cher ou offrir plus cher, eh ben, on va avoir une pénurie qui va se maintenir, hein, avec une quantité offerte qui est voilà, inférieure à la quantité demandée. Alors, évidemment, on pourrait aborder ici toutes des problématiques, notamment de marché noir, etc., hein, ça va pouvoir peut-être développer ce genre de phénomène-là, si la différence est importante, hein. Mais voilà, ce qu'il faut bien retenir ici, et c'est l'objectif de cette petite démonstration, c'est que il y a des bons arguments, hein, des arguments pour que l'État n'intervienne pas en mettant des plafonds de prix, hein. Oui, il y a des exemples, hein, où on a vu que de bonne volonté, hein, l'État ou les pouvoirs publics de manière générale, hein, ont imposé des plafonds de prix, hein. Par exemple, on se dit, bah là, les gens ont du mal à se loger, hein, par exemple, hein, et de bonne foi, je vais bloquer, hein, je vais imposer, hein, aux propriétaires de louer leur appartement en dessous d'un certain prix. Alors, voilà, disons que en termes d'équité, hein, c'est voilà, une rationalité qui pourrait se tenir, mais ce que nous dit ici la microéconomie, c'est que en fait ça va pas aller, hein. Euh, ça va créer un stress chez les propriétaires, hein, qui vont se dire, oui mais attends, moi j'ai construit mes bâtiments, etc. Et on me force à les louer à un prix inférieur, ben, je vais plutôt faire quelque chose de plus intéressant que de construire d'autres bâtiments avec mes rentrées, hein. Et à la limite, je vais même convertir certains bâtiments en d'autres utilités, en commerce, en industrie, enfin là où les prix ne sont pas régulés, hein, je vais essayer de les rentabiliser autrement. Et donc, ce que ça va amener, c'est que ça va amener une réduction finalement de l'offre d'habitation, et ça va créer une pénurie. Donc, ce que nous montre ce modèle économique, c'est que microéconomique, excusez-moi, c'est que
quand l'État essaye de bonne volonté de mettre un plafond de prix, en fait, il fait pique bien parce que il crée une pénurie, une pénurie encore plus grande que s'il avait euh, permis l'équilibre. On voit que l'équilibre est à une quantité supérieure que la quantité offerte réelle. Voilà. Alors, c'est pas la seule chose que l'État qui peut arriver. On peut aussi avoir un prix qui soit au-dessus de l'équilibre. Alors, vous l'aurez compris, dans un marché libre, on va avoir une quantité demandée qui sera inférieure à la quantité offerte, et donc on va avoir cette fois-ci un excédent. Un excédent. Si on est dans un marché libre, les offreurs qui ont un excédent, on se dit bon ben voilà, je reste avec ça sur les bras, je vais un peu brader mon prix pour essayer de d'écouler mon stock. Et je dis si je brade un peu mon prix, est-ce que quelqu'un est prêt à m'acheter à ce prix-là? Et effectivement, je dis ouais, ok, si tu fais moins cher, moi je veux bien l'acheter et ne pas acheter autre chose à la place. Et donc il va y avoir un rééquilibrage de l'offre et de la demande dans un marché libre pour retourner vers l'équilibre. Par contre, si je suis de nouveau dans un marché où les prix sont régulés par l'État et où il y a ce qu'on appelle un plancher de prix, il va y avoir le même phénomène, avec une quantité demandée qui sera inférieure à une quantité offerte, mais vu qu'on ne peut pas baisser les prix, cette situation va perdurer. Elle va tellement perdurer que ça va amener un excédent. Et bah, dans la réalité, c'est aussi un bon argument pour ne pas aller maintenir les prix à la hausse, quand bien même on voudrait protéger un offreur de bonne volonté. On pourrait se dire, voilà, on sait que le fait de pouvoir se nourrir, c'est quelque chose qui peut être stratégique au niveau géopolitique, on va dire ça comme ça. Donc on pourrait se dire, voilà, on va favoriser les agriculteurs pour être sûr qu'ils produisent suffisamment en bloquant les produits à la hausse. Si ça arrivait, les formiers produiraient effectivement plus puisque ce serait rentable, mais s'ils cherchaient à reporter ce prix sur le consommateur final, on se rendrait compte que ces gens vont pas acheter, et les agriculteurs vont se retrouver avec toute cette matière première sur les bras, et bon, ce sont des situations pas exactement des planchers de prix reportés totalement sur le consommateur, mais c'est quand même des situations que on peut, ou en tout cas qu'on a pu observer euh, au niveau notamment des États-Unis dans les années 80, et finalement ils ont été obligés de transformer tout ça en beurre et en fromage, et essayer de le distribuer gratuitement quelque part où ça n'avait pas trop d'effet sur les marchés. Voilà. Bon, il y a d'autres solutions pour soutenir les offreurs, mais globalement, ce qu'il faut retenir de ceci, c'est que bloquer les prix à la hausse pour protéger une certaine industrie, c'est pas quelque chose qui va fonctionner parce que ça va créer un excédent, et donc finalement les quantités demandées seront encore plus faibles que à l'équilibre, et ce sera pas positif pour le marché dans sa globalité. Voilà. Alors, je suis pas tout à fait, et je voudrais aussi que vous ne soyez pas tout à fait aveugle au fait que, voilà, on fait un beau graphe ici et que ça sous-tend une idéologie pro-libérale. Voilà. Alors, je trouve que les marchés, c'est quelque chose de très bien, et qu'en tout cas, là où ils fonctionnent bien, il faut absolument les utiliser. Mais ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup d'économistes qui sont libéraux. Ils se disent, voilà, il y a pas mal d'arguments qui sont notamment mathématisés. Ici, je vous l'ai montré de manière graphique, mais on peut tout à fait le mathématiser. On va faire ça au cours.
et qui nous prouve à quel point l'intervention de l'État sur les marchés peut être désastreuse. Ok. Et donc on va retenir ça, mais on va essayer de ne pas généraliser ça à toute forme d'intervention de l'État. Et donc effectivement, intervenir en bloquant les prix à la hausse ou à la baisse hors de l'équilibre, c'est quelque chose qui peut potentiellement être dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intervention d'État qui soit efficace dans certains cas, et donc on pourra approfondir cet aspect-là. Donc moi je serais tenté de dire que il y a un équilibre entre les valeurs de laisser faire libéral, laisser faire les marchés, et d'équité, et que tout l'art finalement de l'interprétation économique, c'est de voir quel est l'équilibre optimum entre ces deux idéologies. Donc même si ici on a mis un point dans le sens du libéral, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres points dans le sens de l'égalité à faire par après. Voilà. Alors, si ce que j'ai dit vous paraît un peu nébuleux, je vous propose d'aller voir une autre explication sur ce lien que vous trouverez comme d'habitude. Voilà, nous pouvons attaquer maintenant la théorie du consommateur. La théorie du consommateur, elle vise donc à expliquer finalement les courbes de demande individuelle des consommateurs, et donc par somme la courbe de demande globale des ménages de manière générale sur un marché. Voilà, alors pour expliquer cette théorie du consommateur, on va passer par 4 axiomes qu'on appelle axiomes de contrainte, d'arbitrage, de préférence et de dominance. Ce sont finalement les axiomes qui expliquent la rationalité, entre guillemets, du consommateur microéconomique. Alors, si on voulait décrire ça de manière schématique, on pourrait commencer par l'axiome d'arbitrage. Et avant de rentrer dans le détail, je voudrais dire que quand on parlera d'économie expérimentale et comportementale, on verra que finalement ces axiomes, ils sont largement remis en question. Et donc le consommateur microéconomique, rationnel, qu'on décrit ici, c'est ce qu'on appelle les écones, en, en lien avec les humains normaux, qui ne sont pas irrationnels pour le coup, mais qui en tout cas n'ont pas cette rationalité du consommateur économique exact. Mais donc, comme pour la concurrence pure et parfaite, on va partir d'une rationalité hypothétique, pour après extrapoler à l'aide de l'économie comportementale les divergences par rapport à cette rationalité théorique. Voilà. Alors l'arbitrage, c'est quoi? C'est simplement dire que le consommateur rationnel est capable de créer des ensembles de biens qu'il va pouvoir utiliser, qu'il va pouvoir considérer. Donc, constitution des ensembles de choix, de combinaisons de biens possibles, rencontrant ses aspirations et ses contraintes. Bien. Donc ça, c'est quelque chose que mon consommateur microéconomique est capable de faire, de se dire, voilà, ça plus ça plus ça, je peux le mettre ensemble et se dire que je vais acheter cette combinaison de biens. Pourquoi est-ce qu'il veut faire ça? Il veut faire ça parce que il veut pouvoir classer parmi toutes ces possibilités lesquelles il va préférer. Et ça, c'est l'axiome de préférence. Classement des combinaisons de consommation en fonction de ses préférences, mais aussi de ses indifférences. Alors, une fois qu'il peut faire toute une série d'ensembles de biens qu'il peut comparer via l'axiome de préférence, il va pouvoir dire
c'est celui-là que je préfère. Hein. Il va pouvoir, si vous voulez, maximiser sa satisfaction en disant, voilà, c'est cette combinaison précise-là qui maximise ma préférence. Alors, si on le laissait partir comme ça, et on est dans un consommateur qui veut toujours plus de satisfaction, donc si on le laisse partir comme ça, il partirait à l'infini, hein, et malheureusement ou heureusement, le consommateur, il a certaines contraintes. Contraintes, ça veut dire que vous, moi, on gagne un certain salaire, on a à notre disposition un certain revenu. Hein, et donc cette contrainte est majoritairement budgétaire. Okay, donc ça veut dire qu'on est limité par l'argent qu'on a à notre disposition. Et donc ça va venir finalement limiter ou cadrer, on devrait dire, hein, l'axiome de dominance afin de préciser exactement ce que mon consommateur microéconomique il va choisir. Alors regardons ça un peu dans le détail. Hein. Dans le détail, l'arbitrage, c'est simplement la capacité à faire différentes caddies. Hein. Ici, on va prendre deux biens pour simplifier et pour expliquer, mais dans la réalité, ça se fait avec une multitude de biens. Et donc, je vais prendre cette multitude de biens et je vais faire différentes possibilités, hein, différentes possibilités de chacun des quantités de biens. Hein. Donc ici avec les pommes, plusieurs caddies avec différentes quantités de pommes et de cerises. Hein, je vous ai montré 4 cas ici, mais évidemment, il y a beaucoup plus d'autres possibilités. Hein, et il y en aura encore plus si on considère qu'il y a plus que 2 biens possibles à l'achat. Donc, afin de pouvoir représenter ça, hein, je vais pas pouvoir vous faire les dessins comme ça de tous les caddies possibles, afin de pouvoir représenter toutes ces possibilités, on va prendre un graphique avec un type de bien, on va représenter les quantités d'un type de bien en ordonnée et les quantités d'un autre type de bien en abscisse. Alors, on va pouvoir placer nos 4 caddies qu'on a vus là sur notre graphe, 2 pommes, 3 cerises, 6 pommes, 4 cerises, etc., etc. Hein, donc, on voit bien que nos 4 paniers, ils retrouvent leur place sur ce graphe, ainsi d'ailleurs que toute une série d'autres caddies, notamment ici, je prends l'exemple de ces 9 pommes, 20 cerises, hop, un nouveau caddie. Hein, et si je continue comme ça, je vais pouvoir représenter d'innombrables possibilités, voire en fait une infinité. Hein. Donc voilà, j'ai ma représentation de tous les caddies possibles, hein, et donc si je peux représenter une dimension par consommable possible, je vais pouvoir arbitrer, je vais pouvoir comparer toutes les possibilités. Alors, on voit déjà bien que déjà 2 dimensions, je suis pas sûr qu'on arrive à arriver au bout de toutes les possibilités, hein, même si je peux en tout cas concevoir celles qui vont être à ma portée, hein, ça risque de poser plus de problèmes, hein, si j'arrive avec une multitude de consommables. Mais bon, ça on reviendra sur ça. Deuxième axiome de préférence. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que moi, consommateur, je vais pouvoir prendre 2 de ces paniers, ou prendre plutôt ces paniers 2 à 2, et me demander, tiens, celui-là, est-ce que je le préfère, ou celui-là, est-ce que je le préfère? Et je vais être capable de dire, en fait, que j'ai une solution ou que j'ai l'autre, ça revient en même pour moi. Ok? Et donc, je vais être capable de dire, de classer les caddies selon mes indifférences, c'est-à-dire de savoir lesquels m'offrent la même satisfaction en termes de plaisir, et en fonction du nombre de pommes et du nombre de cerises. Alors, on va regrouper, visuellement, on va regrouper ces points indifférents en ce qu'on va appeler des
courbe d'indifférence. Hein. Donc, on relie de proche en proche chacun des caddies qu'on estime être équivalents, hein, et on a des belles courbes un peu convexes comme ça, hein, de substitution possible pour une même satisfaction. Okay. Ça, c'est ce qu'on va appeler des courbes d'indifférence. Bien, on a nos belles courbes d'indifférence maintenant, et ce qu'on va aussi être capable de faire, c'est de se dire que ces courbes d'indifférence, il y en a certaines que je vais préférer par rapport à d'autres. Ah oui, hein, celle-là, elle est préférée, et celle-là, elle est pas préférée. Je vois que j'ai inversé le... Ah non, c'est juste. Voilà. Alors, il va en résulter une carte d'indifférence sur laquelle le consommateur va pouvoir se déplacer. Hein, il va pouvoir se déplacer en fonction d'une même satisfaction, mais il va aussi pouvoir se déplacer en fonction d'une satisfaction croissante. Et donc, on comprend bien que l'axiome de dominance, ça va être la volonté de mon consommateur d'aller rechercher une courbe d'insatisfaction qui soit la plus satisfaisante possible. Ok ? Hein, et donc ça, ce sera bien mon axiome de dominance et ma capacité à faire ça. Bien. On a dit, c'est bien, hein, mais si je m'éloigne de l'origine sans contrainte, je vais aller jusqu'à l'infini. Hein. Or, je peux pas consommer une infinité de pommes et une infinité de cerises. J'ai un petit problème. Je suis limité par mon budget. Alors, la limitation de mon budget, admettons que j'ai un budget de 200 euros, je vais pouvoir la représenter de cette manière-là. Je vais pouvoir dire, voilà, si ma pomme elle vaut 10 euros, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais diviser 200 euros par 10, et je vais avoir 20 pommes. Et donc 20 pommes, si j'achète tout mon budget en pommes, ça va être le nombre de pommes que je vais pouvoir acheter. Alors, si je mange que des pommes, ça risque pas de me satisfaire très fort, mais peu importe, ça me permet de mettre un point de ma droite de budget. Hein, et si je fais la même chose avec les cerises, qui sont à 15 euros, donc je vais diviser 200 par 15, je vais obtenir 13,33, et je vais avoir un autre point de ma droite de budget. Ah, donc, je vais pouvoir représenter différentes droites pour différents budgets. Ok, je vous ai mis ici aussi la droite pour un budget de 300 euros en utilisant le même procédé. Alors, ça c'est intéressant parce que finalement, cet axiome de contrainte va me dire que à droite, ou plutôt au plus éloigné je suis de au-delà de cette droite de budget en m'éloignant de l'origine, c'est une zone où finalement les choix sont pas possibles. Ok, donc tout ce que je peux choisir, c'est ce qui est à ma portée en termes de budget, ce qui est vers l'origine en limitant tout choix par cette droite de budget. Bien. Alors, si je veux décrire maintenant l'équilibre de consommateur, je sais que au-delà d'une certaine droite, je peux pas aller. Hein, donc je vais décrire ma droite de budget maximum. Hein, je vais en mettre ici une pour 350. Hein, 350, c'est mon budget. Et avec cette contrainte de budget, je vais essayer d'atteindre le panier qui m'offre la satisfaction la plus grande, c'est-à-dire je vais essayer de trouver une tangente à cette droite de budget, hein, parce que même si je peux atteindre la courbe d'isosatisfaction numéro 3, on voit que j'ai une petite tangente là en satisfaction de niveau 4, hein, la courbe d'indifférence de niveau 4, celle-là, je vais pouvoir l'atteindre. Et donc je vais chercher plutôt à prendre la courbe d'indifférence de niveau 4 plutôt que celle de 3, hein, choisir entre les deux. Je vais choisir celle-là, je vais aller pour ma satisfaction optimale en trouvant la tangente à la courbe d'indifférence la plus élevée. Et donc là, en l'occurrence, je vais prendre 20 pommes et 10 cerises. Bien. Maintenant qu'on a compris comment est-ce que mon consommateur faisait son choix en fonction d'un panier de
pas deux, hein, mais de nombreux éléments différents, on va pouvoir construire cette demande, hein, et notamment ici, j'ai choisi deux autres biens, hein, du vin et de la bière, et on va voir que en fonction d'une variation du prix d'un bien, eh ben finalement notre droite de budget va elle bouger sur le graphe. Alors regardons ici, hein, plaçons-nous en E1, hein, sur la figure 3.6. Hein, on est en E1, donc on est un niveau avec une bière à 10 euros et du vin à 30 euros, ce qui va nous permettre d'acheter, hein, si on achète que des bières, 60 bières, et si on achète que du vin, 20 bouteilles, litres, ah oui, c'est des litres, hein, 20 litres. Hein. De ce fait-là, on va pouvoir tracer notre droite de budget et aller voir où est notre tangente. Et on voit que notre tangente nous pousse à acheter ici 10 litres de vin. Et donc, on va reporter vers le bas, hein, cette quantité de vin en fonction du prix, hein, le prix étant 30 euros. Hein. Et donc, on va voir quand sans changer la structure des courbes d'isosatisfaction, hein, d'indifférence plutôt, hein, sans changer cette structure-là, simplement en modifiant le prix du vin à prix de bière constant, on va chaque fois modifier la pente de cette droite de budget et permettre, ici en diminuant le prix du vin, d'atteindre des courbes de satisfaction supérieures et donc de modifier finalement, ici on a modélisé les quantités de vin, hein, hypothétiquement on pourrait aussi modifier les quantités de bière qu'on va acheter, mais ici on a choisi de modifier que le vin pour l'illustration, hein, mais ce qui est très clair, c'est que généralement, ça va me permettre d'acheter plus de vin. Ok, le fait de diminuer ce prix de vin va modifier la pente de ma droite de budget, me permettre d'aller chercher une tangente sur une satisfaction plus élevée qui dénotera souvent, hein, même très souvent, une quantité plus élevée. Et donc c'est pour ça que la demande est une fonction décroissante du prix. Si les prix du vin baissent, la quantité accessible pour un même budget augmente. Okay, et donc ça c'est assez important et c'est dû à un double effet. Ok, à un effet de revenu. Donc c'est l'effet du fait que le changement de prix va modifier mon pouvoir d'achat, hein, donc va modifier ma droite de budget, hein, et donc un prix inférieur va libérer du revenu pour acheter plus, et qu'un prix supérieur va réduire mon budget et donc je vais devoir, hein, acheter moins. C'est donc bien une tendance, hein, mais cette tendance est résumée dans le dernier cadre ici en dessous. Si les prix diminuent, mon revenu augmente et donc mes quantités ont tendance à augmenter. Et si le prix augmente, mon revenu diminue et donc les quantités ont tendance à diminuer. L'effet de substitution combiné à l'effet de revenu, hein, va finalement jouer sur cette règle de décroissance de la demande. Hein, la demande est une fonction décroissante du prix. Ici, on le comprend intuitivement que si le prix d'un bien diminue, je vais vouloir en acheter globalement plus. Hein. J'aurai tendance à vouloir en acheter globalement plus. Et si le prix globalement augmente, je vais être tendance à dire, je vais plutôt acheter autre chose. Ok, hein, donc si le prix diminue, les quantités augmentent, et si les prix augmentent, les quantités diminuent. Alors, il y a des exceptions à cela, hein, et quand on ira plus en détail dans les différents types de demandes, en voyant l'élasticité, on va rentrer dans le détail de ces exceptions, mais pour l'instant, ça nous permet de bien expliquer que généralement, la demande est une fonction décroissante du prix, et ça va nous permettre de trouver un modèle de base dans lequel on va réfléchir.
Voilà, alors quelles sont les compréhensions à retirer de ça, hein? L'arbitrage, il n'est pas tout à fait total. Je ne peux pas concevoir l'ensemble des paniers de biens qui sont à ma disposition. Et d'ailleurs, en marketing, on va jouer là-dessus avec notamment des effets de cadrage, hein. Je vous ai mis dit covera, ça veut dire ce qu'on voit et rien d'autre. Mais on a tendance à décider les choses en fonction de ce qu'on a sous les yeux, hein. Donc le marketing, on va essayer de nous mettre sous les yeux des choses qu'ils préfèrent qu'on achète plutôt que d'autres, hein. Quelques petites techniques, vente couplée, promotion, hein, etc., etc. L'axiome des préférences, hein, je suis capable de dire ce que je préfère, et ben là le marketing va essayer de modifier notre préférence avec ce qu'on va appeler l'architecture du choix, hein. On va bien réfléchir, hein, à comment est-ce qu'on va nous présenter les choses pour influencer sur cette préférence. Okay, hein, on va voir notamment, hein, des contextes de référence et d'ancrage qui vont, on va le voir, modifier, hein, notre manière de conceptualiser nos préférences, hein, comme le fait de nous présenter les choses sous forme de gain ou d'une perte va modifier ces préférences. Il y en a beaucoup d'autres, on en verra quelques-uns ensemble. Et puis, finalement, on peut se poser la question de la maximisation de la satisfaction, et certainement d'une certaine subjectivité de cette satisfaction, hein, et comment le marketing va pouvoir jouer là-dessus aussi. On a tendance, dans cette société de la consommation, à nous faire croire que consommer, c'est la satisfaction, hein. Et ça, il y a pas mal d'études qui nous montrent l'inverse, hein. Donc voilà, hein, c'est quelque chose, voilà, qu'on essaie de nous faire croire à travers la publicité, hein, et les sociotypes de bonheur auxquels on peut nous exposer. On verra aussi que il y a une différence entre la satisfaction vécue et la satisfaction mémorisée, et qu'il y a un certain biais, une différence entre ce qu'on vit comme étant de la satisfaction et ce qu'on se souvient comme étant de la satisfaction. Et il y a effectivement, on va pouvoir jouer là-dessus, hein. Et puis il y a aussi tous les effets de dérégulation de notre sensation de satisfaction, hein, via un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine, notamment avec, hein, cette surutilisation de tout ce qui est alcool et sucre dans l'alimentation, pour ne citer que ça. Donc la clé est de retenir que cette satisfaction, elle est subjective à pas mal de choses, et que, voilà, hein, on sait qu'on va pouvoir jouer sur cette subjectivité. Voilà. Finalement, la contrainte budgétaire, l'une des choses duquel on peut parler, hein, c'est que cette propension à vivre à crédit, à offrir du crédit, hein, pour repousser cette contrainte budgétaire, et notamment cette hypothèse que mon consommateur va forcément tout dépenser, dépenser tout ce dont il a à disposition ici et maintenant, ce qui est évidemment dans la réalité pas forcément vrai non plus, hein. On peut vivre à crédit, mais on peut aussi décider, hein, de mettre de l'argent de côté pour satisfaire un autre type de satisfaction, qui sera la sensation d'être en sécurité, et notamment en sécurité matérielle future en cas de coup dur. Voilà. Très très bien. Attaquons maintenant la théorie du producteur, qui sera la dernière partie de ce cours, hein. Le producteur, lui aussi, a une rationalité, et notamment, il va essayer de combiner un certain nombre de facteurs de production, hein, c'est-à-dire des biens, des services qu'il va utiliser, hein. Et deux choses. La première chose, c'est que pour le modèle ici, on va simplifier cette notion de facteur de production en travail et capital, hein. Mais donc il faudra bien, comme le consommateur, on lui donne que deux consommations possibles pour modéliser. Ici, on va donner que deux facteurs de production possibles, qui sera le travail et le capital. Mais il faudra bien conceptualiser qu'en réalité, il y a toute une série de facteurs de production possibles. Bien. Et l'autre chose, c'est que dans une certaine mesure, on va diviser ces facteurs de production en facteurs de production dits fixes et variables. Les fixes ne pouvant être modifiés,
et les variables pouvant être modifiées. Et donc il faut comprendre que le modèle va changer en fonction de la période envisagée, parce que à très court terme, la plupart des facteurs de production sont fixes, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir voilà, réinvestir dans des machines ou dans d'autres choses très facilement à court terme, tandis qu'à long terme, vous avez plus de marge de manœuvre. Hein. Donc ça veut dire que le modèle qu'on va établir va être très dépendant de la période sur laquelle on réfléchit. Hein. Et donc, il y a des modèles qui peuvent être assez différents en fonction du moment où on réfléchit à long terme ou à court terme. Alors moi ici, je vais essayer de faire un modèle relativement générique, hein, où on va se baser sur le travail et le capital. Hein, mais voilà, il faut avoir conscience que il y a un peu de variabilité dans notre manière de réfléchir en fonction de la période, hein, sur laquelle on réfléchit. Bon, alors, comme pour le consommateur, il y a une multitude de combinaisons de facteurs possibles pour un même niveau de production. Et là, on y repensera par après, hein, mais il faut quand même avoir conscience que ici, pour le producteur, hein, on met sur le graphe la quantité produite, hein, niveau de production, alors que on sait que notre producteur, ce qu'il veut, c'est maximiser son profit. Hein, tandis que sur le consommateur, on mettait sur le graphe directement sa satisfaction. Ok, hein, donc attention à ce point-là, hein, on devra faire en fin de parcours une conversion du niveau de production vers pas le chiffre d'affaires, le profit. Très très bien. Alors, quelles sont les combinaisons de facteurs possibles? Eh ben, comme pour mon consommateur, je le disais, mon producteur, il va pouvoir utiliser différents facteurs de production, ici le travail et le capital, et se dire, je peux avoir un même niveau de production en mettant autant de travail et autant de capital. Par exemple, avec 4 unités de travail et 4 unités de production, je vais pouvoir produire 250 unités ici. Et il n'y a pas qu'une possibilité, hein. Si je mets 2 de travail et 8 de capital, ça me mène aussi à 250 de production. Hein. Grâce à ces différentes compositions, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle isocamps pour même quantité, iso-quantité. Hein, donc on aura nos courbes d'isocamp ici. Hein, et donc j'ai ma courbe d'isocamp pour les 250, mais je pourrais avoir des courbes d'isocamp pour 1200 de quantité produite, et puis pour 3000 de quantité produite, pour 6800 de quantité produite, pour 12300 de quantité produite, et finalement pour 17700. Ça veut dire que pour chacun de ces choses, je vais pouvoir avoir différentes combinaisons de travail et de capital. Bien. Il est donc possible, à partir de ces différentes combinaisons, de tracer tous ces isocamps. Alors, c'est très bien, mais là, j'ai simplement pris des quantités de travail et de capital, mais ces différentes quantités de travail et de capital ont chacun des coûts. Hein, donc, chacun des facteurs de production a un coût. Alors, ce que je vais vouloir faire, c'est rajouter les coûts de chacun de mes facteurs de production. Alors, supposons maintenant, hypothétiquement, qu'une unité de capital coûte 5000 € et qu'une unité de travail coûte 7000 €, je vais pouvoir, comme avec ma droite de budget, je vais pouvoir faire 70 000 divisé par 7000, 10 unités de travail, et tracer ma droite jusqu'à 70 000 divisé par 5000, 14 unités de travail, de capital, et avoir finalement ici une droite de coût. Très bien. Il va exister évidemment toute une série de possibilités le long de cette droite, du moment que je dépense, que j'ai le même budget, pas de problème. Et donc, je vais créer cette fameuse droite d'ISO.
Une droite d'Isoku, mais je suis pas obligé de dépenser ça, je peux avoir d'autres niveaux de dépenses également, hein, et donc je vais chercher, comme mon consommateur, mon optimum de coût, hein, c'est-à-dire pour chaque combinaison de coûts, je vais chercher quelle est ma tangente avec les quantités produites maximales. Hein. Donc par exemple ici, il n'est pas possible pour atteindre 1200 de production de dépenser 60 000, ça je vais pas y arriver. J'ai deux solutions de dépenser 80 000, mais hein, ce serait plus intéressant pour moi d'aller chercher la tangente et donc de dépenser 70 000 avec cette combinaison de 5 unités de travail et de 7 unités de capital qui me permettront d'atteindre à moindre coût cette quantité produite. Alors, une fois que j'ai ça, trois choses peuvent s'ouvrir à ma réflexion. La première chose, c'est que le coût du travail, enfin le coût de mes facteurs de production peut changer. Si le coût du travail change, eh ben on comprend bien que ma pente d'Isoku, elle va être modifiée, hein, et donc que je vais finalement avoir chaque fois des tangentes qui vont être différentes. Hein. Si le coût du travail baisse, la quantité optimale produite va pouvoir augmenter. De même, si je vais dans l'autre sens et que le coût de mon travail diminue, eh ben, ça va diminuer ma quantité optimale produite. Ok? Donc, on sent bien que le coût du travail va avoir une influence directe sur les quantités produites par mon producteur. Et donc ça, c'est quelque chose d'important pour notre conclusion microéconomique. De même, si tout autre facteur de production, et notamment le coût du capital, hein, le coût du capital c'est quoi? C'est le taux d'intérêt auquel je paye mon emprunt. Hein, si le coût du capital change, eh ben, ma pente d'Isoku, elle va aussi être modifiée. Hein, et on va voir que si elle augmente la quantité, excusez-moi, si le coût du capital baisse, la quantité optimale produite augmente, et à l'inverse, si le coût du capital augmente, la quantité optimale produite diminue. Et donc ça va être important aussi parce que dans notre réflexion microéconomique, on va voir que le coût du capital va avoir une influence sur les quantités échangées. Bien. Alors maintenant, si le travail et le capital augmentent de manière plus ou moins proportionnelle, on va dire ça comme ça, eh ben je vais avoir un chemin qui va décrire les augmentations de travail et de capital que je vais faire pour euh, augmenter les quantités produites. Et donc ce chemin, je vais pouvoir le reporter, hein, et voir que en général, les rendements ne sont pas proportionnels. C'est pas toujours le cas, mais en règle générale, les rendements sont pas proportionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une augmentation de coût X, hein, ici, par exemple, je vais faire x3 pour passer de 2000 à 6000 en coût. Et ben, on va voir que ici, j'ai une production qui va être croissante. C'est-à-dire que je vais faire x4. C'est-à-dire que je vais plus augmenter les quantités que mes coûts n'augmentent. Ok? Et ce raisonnement-là va pouvoir continuer comme ça un certain moment. Hein, je vois ici plus 67% et de l'autre côté plus 100%. Et puis à un moment, ça va plus devenir vrai. Je vais passer à des rendements décroissants. Donc ça, cette hypothèse des rendements non proportionnels, elles sont importantes parce que elles vont finalement décrire de manière hypothétique ma courbe de demande. Hein. Rappelons-nous que si j'ai des rendements croissants et puis des rendements décroissants, ce sont des rendements en quantité. Or, c'est pas ce que je veux faire, moi. Je veux pas produire le plus possible. Ce que je veux faire, c'est maximiser mon profit. Hein. Et donc mon profit, c'est quoi? C'est mon chiffre d'affaires moins mes coûts totaux. Très bien. Ou autrement dit, ce sont mes quantités produites fois le prix moins mes coûts moyens. Ok, très bien. Hein. Et je vous rappelle que dans cette réflexion, j'ai des charges fixes,
hein, avec les coûts fixes qui sont les coûts que je peux, excusez-moi, que je peux pas faire varier, hein, qui sont dépensés quoi qu'il en est, et puis mes coûts variables qui eux, hein, vont avoir ces fameux rendements croissants et puis rendements décroissants. Ok. Et ça va m'aider à finalement modéliser ma courbe d'offre de mon producteur. Bon, voyons ça graphiquement. Alors, voici mon équilibre du producteur, et qu'est-ce que mon producteur va essayer de faire? Il va essayer de maximiser son profit. Alors, qu'est-ce qu'on peut représenter ici en fonction de ce qu'on vient de dire? On va pouvoir représenter mon coût moyen. Alors, mon coût moyen, c'est mon coût total divisé par la quantité. Ça étant dit, on va pouvoir le représenter en fonction de ce qu'on vient de dire maintenant, qu'il y a toute une partie sur laquelle on fait des économies d'échelle et toute une partie sur laquelle on fait des déséconomies d'échelle. Donc ça veut dire que mon coût moyen, il aura une forme de parabole, comme ça, plus ou moins, hein, où il va y avoir un minimum, qu'on va appeler l'optimum technique, c'est-à-dire là où mon coût moyen est le minimum, et donc avant ça, il sera décroissant, et après ça, il sera croissant. Bon, une fois qu'on a ça, et notre optimum technique, c'est-à-dire là où en moyenne ça nous coûte le moins cher de produire, on va pouvoir ajouter une nouvelle notion qui est cette notion de coût marginal. Le coût marginal, c'est la variation du coût total sur la variation des quantités. Okay. Donc, dit comme ça, c'est parfois un petit peu difficile à concevoir, mais ce qu'on peut se dire, c'est que c'est le coût unitaire de ma dernière unité produite. Ça paraît beaucoup plus clair. Et ça va me permettre de représenter cette courbe-là, qui croisera le coût moyen en son minimum, donc dans l'optimum technique. Et on notera que ce coût marginal va être finalement la représentation de l'offre de mon producteur. Hein, c'est son coût marginal. Bien. Alors, qu'est-ce que ça va nous aider à modéliser par la suite? Eh ben, ce qu'on sait, hein, et on le sait parce que on est dans le cadre d'une concurrence pure et parfaite, où mon producteur n'a pas d'influence sur le prix du marché, on sait qu'on va avoir un prix du marché imposé. Okay. Donc mon prix du marché va être égal à ma recette moyenne, qui va être égale à ma recette marginale. Hein, elle est constante. Hein, chaque fois que je produis quelque chose, je le vends au même prix, le prix du marché. Ça constitue et ma recette moyenne, puisque toutes mes recettes marginales sont au même prix. Voilà. Bien. Alors, du coup, on va avoir trois intersections nouvelles, hein, entre ce prix, cette recette moyenne, hein, et mon coût moyen en deux endroits, et mon coût marginal en un endroit. Les intersections entre cette recette moyenne et ce coût moyen vont nous donner deux renseignements assez intéressants. Le premier, c'est le point mort. Le point mort, c'est la quantité à partir de laquelle je commence à faire du profit. Ça veut dire qu'en dessous de ce point, je produis pas. Enfin, en tout cas, si je suis rationnel, si je suis un producteur rationnel, en dessous de ce point, je produis pas. Parce que mes coûts sont supérieurs à mes recettes. Donc, je produis à perte. Okay, et j'ai la même chose de l'autre côté. C'est pour ça qu'on s'appelle le point maxi. Hein. Si je produis plus que ça, mes coûts sont supérieurs à mes recettes. Je vais pas le faire. Sinon, je suis en faillite. Bon. Alors c'est bien d'avoir finalement la zone dans laquelle je peux réfléchir, donc la zone dans laquelle je peux faire du profit. Hein. Maintenant, ce que je veux, c'est un profit maximum. Et ce profit maximum va m'être donné par ce qu'on appelle l'optimum économique, et c'est là où mon coût marginal va croiser mon revenu moyen. Hein. Et d'ailleurs, je vais pouvoir le dessiner, ce profit, hein, ça va être simplement la surface, hein, sous la courbe de revenu moyen jusqu'au coût moyen, hein, puisque je vous rappelle hein, que par définition, mon profit, c'est la quantité, hein, donc ce que j'ai mis en abscisse ici, la quantité produite, hein, fois le prix moins le coût moyen. Hein, donc si on fait la différence au niveau de ce que j'ai décidé à produire entre le prix et mon coût moyen, eh ben j'aurai mon profit maximum. Hein, et on voit que si on va plus loin ou si on va moins loin, eh ben finalement cette surface, elle va diminuer.
Hein, donc c'est ça le bon endroit. Bon, alors maintenant que j'ai compris quelle était la rationalité de mon producteur et que comment est-ce qu'il allait faire finalement, hein, pour maximiser son profit, eh ben je vais pouvoir regarder ce qui se passe si j'ai des modifications et notamment une modification du prix. C'est intéressant ça, une modification du prix parce que ben je sais que je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je vous l'ai même imposé, hein, je vous ai dit, attention, l'offre est une fonction de croissante du prix. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir représenter ça? Eh ben, on va pouvoir représenter ça en faisant varier le prix. Hein. Donc ici, je vais vous faire monter le prix. Oups, excusez-moi, monter le prix. Très bien. Et on voit que si ce prix augmente, je vais avoir plusieurs changements dans la décision de mon producteur. Hein. Deux changements. Le premier, le point mort va reculer. Et le deuxième, mon optimum économique va avancer. Et donc je vais avoir un nouvel équilibre qui va me permettre mon profit maximum. Et donc on voit bien ici que pour maximiser mon profit, je vais produire plus. Alors c'est pas la seule explication, hein, parce que ici je vous montre finalement la décision d'un producteur, hein, mais il y a peut-être des tas de producteurs pour lesquels le coût moyen ne passait jamais en dessous du revenu moyen. Hein. Et évidemment en faisant augmenter le prix, le point mort qui n'existait pas pour certains producteurs va pouvoir se mettre à exister et donc on va pouvoir augmenter la production. Hein. Donc double facteur augmentant la production, l'augmentation des quantités pour maximiser ce profit et l'abaissement du point mort. Très bien. Ça nous explique, hein, que l'offre est une fonction croissante du prix. Très bien. Alors, autre chose que je vais vouloir analyser, c'est qu'est-ce qui se passe si mes coûts de production diminuent, les coûts des facteurs de production globalement diminuent. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir finalement une diminution globale des coûts. Et donc je vais également avoir une modification de mon point mort et de mon optimum économique qui va augmenter mes quantités produites. Et ça va être important parce qu'au moment, dans plusieurs cours, dans deux cours, où on va étudier les chocs, quand on va étudier les chocs, on va comprendre que le fait d'une modification de la structure des coûts pour le producteur va faire glisser la droite d'offre sur la droite de demande, hein, ou la courbe d'offre sur la courbe de demande. Et donc ça va être intéressant, il faut le retenir parce que c'est des choses que je peux vous dire. Je vais pas vous dire, voilà, l'offre augmente, l'offre diminue. Je vais vous dire, voilà, il y a une modification dans la structure des coûts des facteurs de production. Hein. Donc ça va être intéressant. Bien. Ça nous a dit pas mal de choses déjà sur cette rationalité du producteur. Je voudrais terminer par une explication de ce qui se passe hors concurrence pure et parfaite. Hein, parce que je vous ai dit, voilà, il y a plusieurs types de marchés. Hein, ici, on a réfléchi pas mal en termes de concurrence pure et parfaite, mais pas dans la plupart des cas, mais dans certains cas, en tout cas, c'est pas vrai de dire que le producteur n'a aucune influence sur le prix. Hein, il a une certaine influence sur le prix. Et c'est pas vrai de dire que excusez-moi, de dire que le prix est totalement réglé par les marchés. Il y a un moment où vous allez saturer le marché, hein, et cette demande est fonctionnellement une droite décroissante. Donc ici, j'ai essayé de représenter ça pour finalement voir un petit peu quelles étaient les modifications qui allaient arriver entre notre marché microéconomique de concurrence pure et parfaite, hypothétique, et un marché à tendance monopolistique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que plutôt que de maximiser mon profit à l'endroit où mon coût
marginal croise mon revenu moyen, je vais finalement maximiser mon profit au niveau où mon coût marginal croise mon revenu marginal. Et ça, pour autant que j'ai pas quelqu'un qui me passe sous le pied et qui se met à produire plus, eh ben ça va me permettre finalement de d'augmenter mon niveau des prix. Hein. Vous voyez sur le graphique de droite que le prix de concurrence pure et parfaite est plus faible que le prix en monopole. Je vais augmenter le prix, hein, et en faisant ça, je vais non seulement avoir un profit plus grand pour moi, hein, donc c'est tout l'intérêt évidemment de chercher le monopole, c'est d'avoir un profit plus grand pour moi, mais aussi finalement perdre une partie de ce qu'on appelle le surplus du consommateur et le repasser à mon profit. Alors, si on réfléchit en termes de triangle, hein, entre l'équilibre, le prix et la droite de demande, eh ben, on voit que finalement il y a toute une série de consommateurs qui étaient prêts à payer plus, mais finalement qui payent moins. Ok, ça c'est ce qu'on appelle le surplus du consommateur. Et évidemment, si on remonte les prix, eh ben, il y a moins de consommateurs, enfin les consommateurs ont moins de surplus. Hein, et donc cette rente du monopole qui a été créée par la différence du prix, hein, parce que le surplus du producteur, ben, c'est tout ce qui, c'est la différence entre ce prix et son coût marginal. Hein, tout ce qui est en dessous, et ben ben, c'est du profit dans sa poche. Et donc il va augmenter cette part de profit. Hein, il va créer ce qu'on appelle une rente de monopole. Hein. Donc voilà les effets graphiquement expliqués de ce qu'on a pu dire avant pour le monopole. Il va y avoir une augmentation du prix pour le consommateur final, ok, et il va y avoir une diminution des quantités produites. Ok, donc ça, c'est ce qui se passe quand il y a un certain contrôle. Hein, et donc on veut évidemment limiter ça dans une certaine mesure. Hein. On sait que il y a certains monopoles qui sont très utiles pour faire progresser l'innovation, et donc ceux-là, dans une certaine mesure, c'est bien de leur permettre de générer un profit supplémentaire pour rémunérer les risques de ceux qui font de la recherche et développement. Hein, mais voilà, non, il faut que ça se soit limité dans le temps, et d'autre part que ce ne soit pas là sur des produits voilà qui ne nécessitent pas d'investissement en recherche et développement. Alors ça évidemment c'est si on essaye de minimiser le prix pour le consommateur final et de maximiser les quantités produites. Ce raisonnement pourrait venir à changer par la suite. On en reparlera dans un prochain cours. Voilà, ben je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, hein, et à très bientôt pour la séance d'exercice.